Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 12e étape du Tour de France. Et oui, on est rentré dans cette deuxième partie de Tour de France avec cette première étape dans les Pyrénées. Une journée qui va se décomposer en deux parties, un petit peu comme l'étape de Pau, hein. On est à peu près sur le même format, c'est-à-dire du plat, puis enfin de la montagne du côté de ces journées. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et je remercie les gens qui font l'effort de mettre la petite cloche, de cliquer rapidement sur les vidéos ou de faire un super thanks. Et je rappelle, les super thanks, c'est seulement si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie surtout. Étape numéro 12. Fin de journée vraiment intéressante. Avec cet enchaînement Soulor, Hautacam, avec une côte également de deuxième catégorie entre temps. Ce qui fait qu'on va avoir peu de temps de répit à partir du pied du Soulor. Je pense que tout va jouer entre les leaders dans Hautacam, mais on aura certainement des surprises dans le Soulor, c'est-à-dire que c'est la première longue montée de ce Tour de France, c'est la première montée qui fait plus de 10 km. On a des coureurs où on pense qu'ils sont à peu près au niveau jusqu'à maintenant et qui vont peut-être nous décevoir hein, dans le Soulor, craquer, serrer le moteur à ce moment-là et qui ne joueront plus en tant que leader du classement général. Ce qui va être intéressant également, ça va être de savoir si le chrono de demain ne va pas bloquer l'étape. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est sur une première étape de haute montagne. Les leaders aiment bien se montrer. Alors certes, on a eu l'étape dans le Massif central, mais une arrivée comme ça au sommet comme Hautacam, on sait qu'il y a des équipes qui aiment bien montrer qu'elles sont au-dessus. Donc, je ne serais pas surpris du tout de voir la victoire d'un leader sur cette journée. C'est souvent comme ça quand même ces dernières années sur les premières étapes de montagne, de haute montagne. Nous avons souvent la victoire d'un leader, mais c'est vrai que le chrono de demain va faire quand même réfléchir. Il faut peut-être pas vouloir à tout prix gagner une quinzaine de secondes à Hautacam pour en perdre 45 le lendemain, parce que en final le bénéfice serait minime. Donc c'est vrai que le chrono va peut-être faire un peu réfléchir, donc ça va peut-être permettre, pourquoi pas, à un équipier de s'imposer ou à un coureur un peu loin en général, mais qui serait toujours dans les roues, de pouvoir attaquer et ne pas être repris du côté d'Hautacam. Dommage par contre, comme je le disais, parce que je relis un petit peu mes notes, que j'ai écrit il y a 2 semaines, dommage ce début d'étape très plat. C'est ce qu'on a du côté de Auch, c'est ce qu'on retrouvera à Pau. Alors à Pau en plus, c'est bien en termes de tourisme, c'est toujours la même route, hein. Donc c'est la même route que l'an dernier. Pau, le Tourmalet, c'est toujours le même passage de route. Donc c'est bien, c'est toujours les mêmes monuments aussi, hein. Donc moi je commence à les connaître par cœur, les monuments. C'est vraiment extraordinaire. Mais oui, dommage ce début d'étape très plat. On aimerait une étape dans les Pyrénées qui démarre d'un petit village des Pyrénées pour aller dans un autre petit village des Pyrénées. Et sous Christian Prudhomme, c'est arrivé que trop peu souvent. De toute manière, j'ai toujours dit que sous Christian Prudhomme, les Pyrénées ont souvent été trop délaissées par rapport aux Alpes. Je trouve qu'on a vraiment délaissé complètement les Pyrénées. De toute manière, quand on entend Thierry Gouvenou qui dit on peut faire un Tour de France sans les Pyrénées, oui, mais ça serait bien de faire un Tour de France un jour où les Pyrénées soient plus importants que les Alpes. Et ça, jusqu'à maintenant, c'est jamais arrivé sous Christian Prudhomme. On a toujours eu des Pyrénées qui étaient en dessous, et on a toujours eu également la même manière de faire, c'est-à-dire souvent les Pyrénées en premier, les Alpes en deuxième. On a rarement eu la situation inverse, de commencer par les Alpes, de finir par les Pyrénées. Ça aussi, ça peut être intéressant. C'est arrivé trop peu souvent, je trouve, dans l'ère Christian Prudhomme jusqu'à maintenant. Quand on veut casser les codes, c'est bien aussi de réfléchir à comment on fait les parcours sur les années précédentes pour se dire « Ah bah là, peut-être que je commence à un peu trop rester dans un schéma et qu'il faudrait peut-être casser ce schéma que je refais un peu trop régulièrement. » Du côté de cette étape,
3876 mètres. C'est la 5e étape dans ce classement. Donc ce n'est pas la plus dure. On aura l'étape du Tourmalet. Donc l'étape de Pau sera plus compliquée dans les Pyrénées. L'étape de samedi en termes de classement de la montagne, on aura quand même 36 points à aller chercher. Et au niveau du classement par points, 20 points. 20 points au sprint intermédiaire, 20 points à l'arrivée, car c'est une arrivée au sommet. On regarde tout de suite la carte du parcours. La carte du parcours, vous la voyez tout de suite. Donc on part de Auch pour aller donc du côté d'Hautacam, 180 km, dont 111 assez plat, on va pas se mentir, que jusqu'à Ferrières, même au kilomètre 122, qui sera le pied du col du Soulor, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose. Et ce qui fait que cette échappée va avoir du mal à se construire, comme souvent sur les étapes de plat dans les Pyrénées, parce que comme on est sur du plat, beaucoup de coureurs veulent prendre l'échappée et c'est difficile de construire un écart dans ce genre de situation. Donc on devra avoir 2 premières heures de course, au moins 2 premières heures de course très rapides, peut-être jusqu'à la montée de la Batmal, peut-être 1 km 3,6,8 de moyenne qui arrivera au kilomètre 91 et juste après on aura le sprint interbénière à Bénéjac. Début de journée, donc on passe à Miélan, à Rabastens de Bigorre, également Vic en Bigorre, G, et puis donc cette première côte avant d'arriver à Ferrières qui sera le pied du col du Soulor. Col du Soulor que moi j'ai revu lors de la route d'Occitanie, non, lors du Tour Pyrénéen. Le Tour Pyrénéen international avec les filles, où c'était même dans le brouillard. Ça reste dur le Soulor, faut pas sous-estimer cette difficulté. Alors déjà cette côte de la Batmal, vous voyez les 300 premiers mètres à 10%, voilà cette côte de première catégorie, mais le col du Soulor, c'est pas simple. Alors c'est pas un col où on va sortir de loin, parce que pour moi les plus hauts pourcentages sont un peu loin du sommet. Les 2 derniers kilomètres sont pas les plus durs. Très clairement les difficultés c'est le pied est très dur. Le pied en plus il est un peu dans un village. Il est très 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 compliqué je trouve ce pied, c'est vrai qu'il y a un changement de rythme qui va faire extrêmement mal au coureur. Et puis il y a ce passage là entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8 qui là aussi est très extrêmement compliqué. Mais vous voyez qu'ensuite, eh bien, sur les 4 derniers kilomètres, il y a un seul kilomètre où on va dépasser les 8%, donc c'est un petit peu plus roulant. Et autant sur un col, si ça avait été le dernier col de la journée, j'aurais dit on va attaquer ici. Autant là, on a encore Hautacam, on a encore 2 cols derrière, donc je pense qu'on fera un essorage, mais qu'on n'arrivera pas véritablement à faire des attaques entre les leaders du classement général. On descend le col du Soulor, 1467 mètres d'altitude, pour rejoindre le col des Bordières, qui est en fait dans la descente du Soulor. Donc cette descente va être coupée par ce col des Bordières, qui est un col pas si simple. Voilà, vous voyez, 8% de moyenne sur 3 km, et on aurait même pu mettre 8,5 sur 2 km 800, comme vous pouvez le voir. Les 500 derniers mètres sont un petit peu plus plats, un petit peu plus simples, on va dire. Ça va faire très mal parce que dans la descente, vous pédalez assez peu, ou même si vous pédalez, c'est pas les mêmes cadences de pédalage que dans la montée, c'est pas les mêmes braquets que dans la montée. Et là, il y aura vraiment pas de transition, c'est-à-dire qu'on passe de la descente du col du Soulor tout de suite à cette montée du col des Bordières. Je pense que ça va casser le rythme énormément, surtout qu'on aura fait quand même déjà 7 km de descente, quasiment 8. Donc 8 km de descente, déjà 5 minutes, 5-6 minutes dans cette situation-là. Et là, on a cette montée qui va vraiment casser le rythme. Donc là, peut-être qu'on aura des coureurs qui auront du mal à inverser les manettes du côté des braquets, parce que ça va faire extrêmement mal. Je pense aux jambes à ce moment-là. Et puis on repart sur de la descente vers Argelès-Gazost. Argelès-Gazos. Je sais plus comment on doit dire cette commune. Vous savez comment les prononciations pyrénéennes et les prononciations de ville même en général, c'est très compliqué. Et on commence avec la montée d'Hautacam, cette montée qui va durer 13 km 500 à 7,9%. Et c'est le premier col hors catégorie de ce Tour de France. On a le premier col de première catégorie, le premier col hors catégorie de ce Tour de France. Hautacam, c'est une horreur. C'est irrégulier, il y a des forts pourcentages sur la fin de montée, mais c'est très irrégulier je trouve. C'est vraiment typiquement une montée pyrénéenne, c'est pas très en altitude, 1500 mètres ça reste encore raisonnable on va dire, mais
c'est une horreur parce que c'est difficile de trouver son rythme de pédalage, son coup de pédale dans cette montée, et notamment à partir du kilomètre 7, où là on a des pourcentages qui, sur cette deuxième partie de montée, sont extrêmement compliqués, et puis ça dure longtemps, quoi, hein. Encore une fois, 13 km 500, c'est un effort qui va être très long, donc non, c'est vraiment une montée dure au Takam. C'est vrai qu'à chaque fois on parle du Tourmalet, mais le Tourmalet, en gros, c'est très régulier jusqu'aux 2 derniers kilomètres. Il y a d'autres montées qui sont compliquées dans les Pyrénées, mais c'est vrai que la particularité des Pyrénées par rapport aux Alpes, c'est souvent la pente irrégulière. Le seul col qui est très irrégulier, qui est plus irrégulier qu'un col des Pyrénées qui est dans les Alpes, c'est le Granon. Le Granon, c'est vrai que c'est une horreur, hein. Mais avec le col qu'emprunteront également les filles sur le Tour de France Femmes, le col de Jouplane aussi qui est très compliqué à trouver son rythme. Mais au Takam, c'est une horreur. C'est une horreur au Takam. C'est dur de trouver son rythme de pédalage sur la deuxième partie de montée. On a des gros pourcentages. Pour moi, il y aura des écarts au Takam. Il y aura des écarts au Takam du fait de la difficulté de cette montée. En fait, là, on met même le Soulor, mais j'ai envie de dire, au Takam se suffit à lui-même. On aurait pu se contenter que d'Otakam, même de faire une étape toute plate et de faire la montée d'Otakam, tellement la deuxième partie de montée est difficile. On regarde les derniers kilomètres. Si on a des passages techniques, ça tournicote pas mal dans les 4 derniers kilomètres. Notamment, vous avez 2 épingles à environ 4 km 200 de l'arrivée. Et puis à partir de 2 km, vous voyez, ça tournicote énormément avec 2 épingles avant le dernier kilomètre. Et puis pas mal de virages sous la flamme rouge, vous pouvez le voir. La dernière ligne droite, elle fait seulement 70 mètres. Voilà, cette dernière ligne droite avec cette chicane. Donc c'est vraiment très court comme dernière ligne droite. À 7,8% largeur, 5 mètres 50, on aurait même pu se dire. La ligne droite, on aurait pu couper peut-être 500 mètres et la mettre ici, la ligne droite. Parce que c'est vrai que là, on passe par une chicane, c'est toujours un peu le bordel. En fin de journée, on aurait pu faire plus simple. Voilà. La déviation générale qui est assez tardive. Vous voyez, elle est seulement à 130 mètres de l'arrivée. Et puis la carte, vous voyez, on part de Auch. Donc, pour aller plein sud du côté donc des Pyrénées, et puis on arrive au col du Soulor ici pour ensuite pivoter vers l'est et rejoindre Otakam, voilà, après le col du Soulor. Eh bien, on regarde tout de suite le tourisme. Du côté du tourisme, on commence par la ville de Auch. Et on commence par cette ville de Auch, par la tour d'Armagnac, une tour qui date du XIVe siècle, un style médiéval. Elle était à l'origine une prison du palais de l'archevêché d'Auch. Et puis avec le temps, il n'y avait plus de prisonniers. Ah, ça c'est ballot. Donc elle a servi d'entrepôt aux archives religieuses. Et puis au XIXe siècle, la tour va retrouver sa fonction première. Elle va faire partie d'une maison d'arrêt. Et elle va être désaffectée quand les prisons occitaines furent construites derrière le nouveau palais de justice dans les années 1860. Le donjon fait 40 mètres et il se dresse au sommet de l'escalier monumental d'Auch. Les geôles ont été conservées dans la partie basse et 3 sont voûtées en berceau dans la partie haute. On peut accéder donc aux cellules par un escalier notamment. Vous pouvez voir les cellules de l'époque. On poursuit avec le musée des Amériques à l'intérieur de Auch. Ce musée des Amériques, voilà, vous le voyez à l'intérieur. Musée des Amériques que je vais retrouver également ma petite fiche. Non, je l'ai perdu, le musée des Amériques, voilà. Construit au XVe siècle, le musée date de 1979. Alors, en fait, l'ouverture du nouveau musée, parce qu'il y a eu un premier musée qui a été créé en 1793, c'est l'un des musées les plus anciens de France. On a 20 000 objets qui y sont conservés, dont plus de 8 000 œuvres d'art précolombiens. Et depuis quelques années, le musée travaille en collaboration avec celui du Quai Branly à Paris. Et le bâtiment qui abrite le musée est un couvent jacobin du XVe siècle
Et le musée a été transféré en 1979 après que ce bâtiment a été restauré. Et vous avez donc la deuxième plus grande collection d'objets précolombiens en France après celui du quai Branly. L'essentiel de la collection provient de Guillaume Pujos, un Occitan installé au Chili, qui a ramené ses pièces à Auch en 1906. Vous avez également le pôle national du cirque, voilà, qui est un pôle de référence pour développer les arts du cirque, donc à travers une saison culturelle, le soutien à des créations également, un festival du cirque actuel, action sur le territoire. Voilà, si vous aimez le cirque, je n'apprécie pas vraiment, vous pouvez aller au pôle national du cirque. Et puis on termine avec la maison Fedel. Voilà cette maison à pans de bois que vous pouvez voir, elle date du XVe siècle, elle est représentative de l'habitat urbain médiéval. Il s'agit de l'une des plus anciennes maisons de la ville. Le rez-de-chaussée en pierre abritait à l'origine une boutique fermée par deux volets, l'un pour faire au vent, l'autre pour former les talles. Le fils du dernier ferblantier Albert Fedel devient un enseignant réputé. Et il fut même membre du Conseil supérieur de l'instruction publique avant la guerre de 1940. Hein. Heureusement, pas pendant la guerre. Voilà, donc c'est un monument historique depuis 1932. Avec ces magnifiques pans de bois, on peut dire en croisillon, je pense. Voilà, hein, qui se croisent ces pans de bois. On passe désormais aux autres communes de cette étape et on commence avec la commune de Rabastens de Bigorre. Alors cette commune date de 1306. Vous avez également une église gothique qui va être construite dans les décennies qui suivent. Et il va y avoir en 1570 le siège de Rabastens à cause de Blaise de Montluc, lieutenant du roi, qui va s'occuper des protestants de la reine de Navarre. Alors il va être, pas de chance pour lui, défiguré par un tiers d'arquebuse et il va demander une trêve, ce qui va sauver la vie des habitants de la commune. En 1594, le château et les fortifications sont détruites. Et vous avez aujourd'hui un marché aux bestiaux qui est le 4e au niveau national et le premier de la région, spécialisé dans les veaux, voilà, élevés sous mer. Et puis c'est également la ville d'Yvette Horner. Alors Yvette Horner, l'accordéoniste, mais vous ne savez pas qu'Yvette Horner a également participé au Tour de France, dans la caravane du Tour de France, où elle jouait de l'accordéon dans les années 50-60. Alors là, c'est une image, je crois, de 53 ou 54, avec cette Citroën traction avant, que l'on reconnaît bien. Et donc Yvette Horner, et elle avait raconté, j'avais lu une interview d'Yvette Horner, elle avait raconté qu'elle avait une sorte de harnais pour la maintenir. Il y avait une sorte de bas, de tige derrière et un harnais. Et elle disait que c'était vraiment inconfortable et une horreur. Qu'en gros, elle se tapait tous les moucherons dans la gueule en plus. Et que c'était vraiment difficile. Et elle faisait ça pendant toute l'étape. C'est-à-dire la caravane, ça dure 3 ou 4 heures. Hein, ça dure, à l'époque, en plus, ça durait plus longtemps. Les étapes étaient plus longues. Et elle faisait ça pendant toute la caravane pour animer la caravane. Et elle l'a fait pendant 10 ans. Voilà, Yvette Horner, qui a eu plein de succès ensuite du côté de l'accordéon. Voilà, du côté d'Yvette Horner. On poursuit après Yvette Horner. On va du côté de Montaner, hein, de Montané, si je ne me trompe pas. Voilà, du côté de Montané, avec le château de Montané qui a été édifié au XIVe siècle, pardon, par Sicard de Lorda, voilà, pour protéger les frontières du Béarn face à la Bigorre et l'Armagnac. Donc à l'intérieur, vous avez une vaste enceinte percée de 2 portes et vous avez un donjon carré. Et vous pouvez accéder encore par le château par la porte du donjon. Voilà. Depuis 1854, le château est mis en valeur et géré par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, si vous voulez visiter
ce château. On poursuit du côté de Asson. Alors je vous ai pas montré l'image parce que la photo sur le Tour de France on voit pas grand chose. C'est la grotte de Bétharram. Ah bah, attendu, j'étais obligé avec l'actualité autour de Bétharram. Mais c'est le Bétharram, l'école privée. Ça doit vouloir dire quelque chose, hein, Bétharram dans les Pyrénées. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire quelque chose. Peut-être dans un vieux langage. C'est le point de départ d'une balade de 2,8 km dans les grottes de Bétharram, ouvert au public depuis 1903 grâce aux travaux de Léon Ross, qui était pionnier de l'électricité. C'est le petit-fils qui gère aujourd'hui les grottes. Et puis vous avez également un parc zoologique qui abrite, je vais arriver, des tamarins ou des pandarous. Voilà, il y a Beauval, que vous pouvez voir cette année sur la caravane du Tour de France, mais vous avez également d'autres zoos, et notamment du côté de Asson. On poursuit avec cette visite des Pyrénées. Et là, nous sommes du côté de Arens-Marsou, où j'ai dû oublier quelque chose du côté d'Arens-Marsou. Que je retrouve. Parce que je suis un petit peu perdu là dans mes petites fiches pour tout vous dire. Voilà, donc il y a une chapelle à Arens-Marsou que j'ai oublié, voilà, tout simplement, dans ma petite pérégrination. Et là, ce château, je crois que c'est celui d'Argelès, hein, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas celui d'Argelès. Alors, je ne sais plus à quoi correspond ce château. Voilà que vous avez à l'image. Parce que ça doit être celui de Baussan. Alors je vais essayer de me retrouver, hein. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui. J'ai dû oublier de où venait le château que je vous ai montré à l'écran, mais il est très joli, hein, vous pouvez le voir sur... Voilà, à Baussan, voilà, je vais le retrouver. C'est le donjon des Aigles, voilà, qui était la maison vicomtale la plus puissante de Bigorre. Voilà. Le donjon des Aigles, qui date du Xe siècle, c'est un château fort. Alors désormais, le site est un parc zoologique, le donjon des Aigles, où on peut admirer des rapaces en vol autour des ruines du château. Je ne sais même pas si c'est pas là où ils ont perdu un rapace, il y a quelques semaines. Voilà, où ils avaient perdu un rapace et qu'ils essayaient, qui tournait voilà, autour du château, mais n'arrivaient pas à le récupérer. Je ne sais plus si c'est pas dans ce donjon des Aigles. Voilà, où s'est déroulée cette petite affaire. Et puis, du côté d'Argelès, bien entendu, les thermes d'Argelès, ville thermale. J'ai l'impression d'être un grand-père. Hein. Depuis quelques jours, on parle beaucoup des villes thermales. Alors, qui permettraient de traiter les problèmes ORL et la flébologie. Voilà, les phlébites, donc, je pense, très certainement. Voilà, c'est les eaux thermales qui sont très intéressantes pour soigner pas mal de petits soucis, voilà, du côté d'Argelès-Gazost. On poursuit du côté du tourisme dans la ville d'arrivée. On poursuit du côté d'Hautacam, la ville d'arrivée, avec ce château à Hautacam. C'est le château d'Ourout, qui date la construction entre le 11e et le 16e siècle, un style médiéval mais qui a évolué un petit peu au fur du temps. Il a été transformé au 15e et au 16e siècle. On a rajouté un parc et une chapelle. C'est l'ancienne résidence des seigneurs du Dourmec d'Ourout, vassaux du comte de Bigorre. Et c'est la même famille qui l'occupe actuellement par transmission directe ou mariage. Plusieurs hôtes de marque ont habité cette résidence, dont Henri Ruissel et le compositeur Gabriel Fauré, qui était ami de la grand-mère de Monsieur le Comte Hugues. Voilà, inscrit au monument historique depuis 1995. Vous pouvez... le parc est accessible, les visites du château, elles, se font lors de certaines journées du patrimoine.
Il y a une petite légende autour de ce château qui indique que le futur roi d'Angleterre, Charles III à l'époque, devait y passer ses vacances. Pas de chance, quand ils ont voulu faire rentrer la calèche, elle était plus large que les ruelles, donc elle ne passait pas, et donc il n'a pas pu aller dans ce château, il a dû annuler son séjour. On a déjà parlé du donjon des Aigles, qui est aussi rappelé sur le site du Tour de France pour la zone d'arrivée. Alors on va parler du château d'Arras. Ce château d'Arras, Arras, la ville dans le nord où on est passé en début de Tour de France, hein, c'était lors de l'étape numéro 2, et bien c'est d'Arras en Lavedan. Il date du XIIe siècle, il a été édifié sur une colline surplombant le village, à la place d'un premier château. Occupé par les Anglais de 1360 à 1404, puis par différents seigneurs, le château tomba en ruine. Les corbeaux sculptés sont même vendus en 1879 pour décorer la tour de Vieuzac à Argelès. Un nouveau propriétaire entreprend sa restauration dès 1996 sous le contrôle des bâtiments de France. Voilà, du côté de ce... Donc c'est pas très loin de Takam, vous avez bien compris qu'on est sur les alentours de Takam. Et entendu, toutes ces informations tourisme, même un peu plus, parce qu'il y a des sites dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur le site du Tour de France. Et bien entendu, je m'inspire des informations données par le site du Tour de France. On passe désormais à la gastronomie et on commence par ce plat. Ça, c'est le tastou. En fait, le tastou, c'est un petit sandwich. C'est un sandwich pyrénéen à l'intérieur duquel, eh bien, il faut déjà du bon pain que l'on va faire griller. Et puis, on va rajouter dessus eh bien, de la truffe noire, de l'huile d'olive, une belle poignée de mâche également. Donc il faut toaster ces belles tranches de campagne et puis ensuite rajouter de l'huile d'olive, poser les lamelles de truffe sur le pain chaud avec une belle tartine de truffe et puis passer ça au four pendant très peu de temps, hein, pour légèrement le griller. Et donc c'est ce tastou, voilà, qui est un sandwich qui peut-être le sandwich le plus cher. Alors vous pouvez également le faire avec de la graisse de canard, hein. Vous pouvez également le faire. Ça permet d'utiliser le vieux pain, voilà. Mais c'est quand même un sandwich. La truffe, voilà, faut en avoir sous la main, hein. C'est pas donné à toutes les bourses. Tiens, un autre plat. Enfin, une autre spécialité de la région, c'est le porc noir de Bigorre. Alors, ce porc noir de Bigorre, il est très intéressant parce que c'est une race qui est assez grasse. Voilà, et puis avec un gras qui a du goût. Là, vous voyez une poitrine de porc. Alors, c'est un produit qui est labellisé, hein, parce que la qualité de la viande et son gras qui vont permettre d'élaborer notamment un jambon sec. Et vous avez un AOP. Voilà, porc noir de Bigorre. Alors, vous avez des pièces que vous pouvez griller comme l'escalope, comme l'araignée, des pièces à mijoter comme le maigre de Jarret. Puis vous avez la charcuterie, notamment le jambon noir de Bigorre, la ventrèche, le boudin, l'incroyable saucisson. Ben, c'est pas le petit saucisson, c'est l'incroyable saucisson de porc noir de Bigorre, voilà, et puis rillettes, terrines également, que vous pouvez faire avec ce jambon noir de Bigorre. Et là, vous voyez une poitrine, voilà, que vous voyez à l'écran. On poursuit avec un plat typique de la région, un plat ancestral, la garbure. Alors la garbure, c'était un peu le plat des agriculteurs, le plat des pauvres, on va dire. La garbure, c'est une sorte de potée de soupe. Cette garbure, elle servait, c'était le plat quotidien, on va dire, des paysans gascons. Donc ça dépendait des saisons, hein. On modifiait les ingrédients selon les saisons. Alors en termes de viande, on peut mettre du confit de canard, on peut mettre du jarret de porc, du cou de cochon, du saucisson du gésier. Et puis au niveau des légumes, eh bien on peut mettre du chou, des haricots, des pommes de terre, navets, pois, oignons. Voilà, ça fait une sorte de potée, voilà, du côté de cette garbure, voilà. On peut mettre des poireaux également, du magret de canard aussi,
bien entendu, hein, que l'on fabrique dans la région, dans le sud-ouest. Et puis on fait cuire ça très longtemps, ce qui fait que la viande s'effiloche comme ça au niveau de l'os. Parce qu'elle est mijotée pendant extrêmement longtemps. Tiens, une petite confiserie pour passer après une garbure et peut-être un plat au porc noir. Le rocher pyrénéen. Alors ce rocher pyrénéen qui est fabriqué dans une petite chocolaterie Fèves et Chocolat. Voilà, j'ai trouvé le site des artisans chocolatiers depuis de nombreuses années. Alors c'est pas le rocher pyrénéen, c'est pas le pyrénéen de Lint, hein, qu'on a déjà mangé à Noël par exemple, hein, qu'on connaît bien également. Là c'est un chocolat moins industriel. En fait c'est une composition d'amandes croquantes, de riz soufflé croustillant, d'écorce d'orange confite, le tout préparé avec une attention méticuleuse selon le site internet, qui célèbre les saveurs de cette région montagneuse. Voilà, le rocher des Pyrénées, que vous pouvez même acheter en ligne, hein, je suis en train de voir, si vous avez envie de l'acheter, voilà, vous pouvez même le trouver en ligne. Et puis on poursuit avec le gâteau broche. Alors ça on en avait déjà parlé l'an dernier, parce que c'est un truc qui m'émerveille chaque année, donc je vais en reparler encore cette année, ce gâteau à la broche. Donc en fait c'est une recette là assez ancienne, qui aurait été créée par le pâtissier du roi de Prusse dans les années 1792, mais on trouve déjà la trace de ce gâteau en Pologne. Donc c'était fabriqué pendant les soirées d'hiver, hein, donc bien entendu on met la broche devant la cheminée, et puis on va rajouter comme ça au fur et à mesure des couches de pâte à gâteau. Voilà, et c'est un gâteau qui est en France, qui est typique des Pyrénées, un petit peu également du sud du Massif central. Vous avez une confrérie du gâteau à la broche, qui se situe du côté d'Arros, c'est dans les Hautes-Pyrénées, avec une fête du gâteau à la broche. Voilà, donc c'est un gâteau qui est très intéressant. La pâte est assez simple, hein, mais c'est la technique qui est extrêmement compliquée. Voilà, vu qu'il faut avoir une attention constante sur la cuisson, rajouter voilà, pour faire ces petites pointes au fur et à mesure, donc c'est très particulier. Alors le record mondial homologué du côté du gâteau à la broche, c'est un habitant de Calmont qui a fait une pièce de 63,8 kg, et le record du monde a été battu en 2019 à Villefranche de Rouergue, où le poids atteint par la pâtisserie a fait 106 kg. Il a fallu 850 œufs et 35 kg de sucre, 35 kg de farine et 35 kg de beurre. Voilà, c'est vraiment particulier. Et la particularité de la recette française, c'est que la pâte est liquide. Donc ça ressemble à une pâte à crêpes, hein. Voilà, vous voyez, mais c'est une pâte qui est très simple, hein. Beurre, sucre, farine, œufs. Voilà, c'est pas une recette très compliquée, mais c'est la technique qui est extrêmement dure. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il faut remettre de la pâte autour de cette broche et de ce gâteau qui commence à cuire. Voilà, donc c'est vraiment une recette très particulière. Donc le rocher des Pyrénées, j'en ai déjà parlé. Donc on termine avec le melon de Lectoure. Voilà, ce melon qui est moins connu, hein, voilà, qui est beaucoup moins connu que d'autres types de melons. Enfin, voilà, on connaît d'autres variétés de melons. Alors, il est fabriqué autour de la commune de Lectoure dans le Gers et dans les communes avoisinantes. Alors, la culture du melon dans la région date de 1850 et le nombre de producteurs a été très élevé dans les années 70-80 et a fortement baissé ensuite. C'est une culture qui se fait essentiellement sous tunnel, en pleine terre en fin de saison, et il faut 200 heures de main d'œuvre pour récolter un seul hectare de melon. Donc vous pouvez retrouver ces melons. Alors vous avez au niveau des variétés, vous avez des charentais,
Et le melon est cultivé sous tunnel, voilà, qui est mis en place en mars. Ils sont récoltés en juin en plein champ. Et s'il est planté de manière échelonnée entre avril et juillet pour une récolte jusqu'à mi-septembre. Voilà. La production est d'environ 8000 tonnes. Et il y a une fête du melon le vendredi précédent, le 15 août, avec la confrérie du melon. Voilà. Du côté donc du melon de la région. Voilà. Qui doit être très sucré, je pense, plus sucré, parce que des fois le melon c'est... Hein, il y a du bon et du mauvais melon. Hein. On a tous des fois goûté du très bon et puis parfois du extrêmement mauvais. Et bien voilà, on a fait toutes les spécialités de la région. On passe donc à la rubrique Histoire. Et on va parler du Tour de France 2022 avec l'étape numéro 18 qui est arrivée du côté d'Hautacam. C'était la dernière étape de montagne de cette édition 2022 et pour certains coureurs, c'était la dernière journée de course importante. Hein. Ensuite, c'était repos, c'était vacances, on va dire ça comme ça. Un absent au départ, c'était Chris Froome, qui n'aura pas énormément marqué la course de sa présence déjà à ce moment-là et qui était touché par la Covid. Avant la montée finale, il faudra franchir le col d'Aubisque et le col de Spandel. L'étape va être animée avec quasiment 50 km/h dans la première heure de course à cause de Wout van Aert qui attaque à de nombreuses reprises. Son objectif, c'est de servir de relais ensuite pour Jonas Vingegaard. Il est aussi relayé par Christophe Laporte. 95 km de l'arrivée, l'échappée n'est pas formée et on va passer pas loin de la catastrophe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet accident avec Jack Bauer qui tombe à cause d'une moto suiveuse avec un autre coureur d'Ineos qui lui va être renversé par une voiture. Il y a une sorte de rétrécissement et le régulateur qui va mal faire son travail, ce qui fait que les voitures se retrouvent dans le rétrécissement avec les coureurs qui sont dans les voitures et qui vont se retrouver complètement bloqués et qui ne pourront pas trouver d'autre issue que de tomber par terre. Après 50 km de course, on va enfin une échappée se construire avec 34 coureurs, notamment à l'intérieur. Vous avez Van Aert et Benoît pour la Jumbo, Martinez, Rowe et Van Baarle pour la Ineos, Cosnefroy, Jungels et De Wolf pour AG2R, Haller, Polite, Conrad, Charman pour la Bora, Cataneo et Sénéchal pour Quickstep, Jan Izagirre et Jorgensen du côté de la Movistar, si je ne me suis pas trompé. Du côté de la Cofidis, on a Benjamin Thomas, Mohoric pour la Bahreïn, Madouas et Pinot pour la FDJ, Dainese pour la DSM, Rabiuchenko du côté d'Astana, Uran, Bettiol, Rouch du côté de la EF, Capiot et Louvel du côté d'Arkea. Vous avez Andreas Kron, qui à l'époque est chez Lotto. Vous avez Galopin et Ciccone pour la Trek, Boissonhagen et Burgodo pour la Total Energy, Woods pour Israël, Renewegen pour Back Change et Bonabour, qui à l'époque était chez BNB Hotel. Franck Bonabour qui est suspendu pour le moment pour dopage. Au sommet, ils sont encore une bonne vingtaine et Ciccone passe en tête de la Madeleine devant Pinot. Par contre, on retrouve un groupe avec en embuscade avec Menties. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit la Madeleine, parce que c'était l'Aubisque. Donc peut-être que je me suis trompé. Oui, sur cette difficulté, ça va être Aubisque, j'ai dû mal écrire. En compte, donc, on trouve un groupe avec Mentis, mais le Sud-Africain restera en chasse patate. Au pied de Spandel, ah oui, c'était Aubisque, hein, c'était pas du tout la Madeleine. Je pense que soit c'est ça a corrigé automatiquement du côté de mon texte. L'échappée à 4 minutes 10 d'avance et dans le peloton, Pogačar jette ses dernières forces pour battre Vingegaard. Il essaye à 39 km de l'arrivée, puis 2 km à V et une dernière tentative à 2 km du sommet. Entre-temps, Geraint Thomas fait une attaque pour essayer de contrer les deux leaders. C'est même la première fois peut-être de ce Tour de France qu'on voit Geraint Thomas essayer quelque chose. Dans l'échappée au sommet de Spandel, Van Aert passe en tête. Le Belge est accompagné de Thibaut Pinot et de Daniel Felipe Martinez. Pogačar fait la descente à fond et Vingegaard se retrouve en difficulté. Il est obligé de déchausser, mais le Slovène est en sur-régime et il tombe dans un virage à gauche. C'est cette fameuse image que l'on revoit à de nombreuses reprises dans les messages sur les descentes, notamment sur faire attention dans les descentes et du côté du spectateur où il peut y avoir des chutes. On attaque Hautacam à 9 km de l'arrivée, Van Aert accélère, Pinot craque, Martinez est en sursis et va craquer quelques kilomètres après.
Vingegaard reprend ses accélérations à 4 km de l'arrivée. Pogačar craque sous la pulsion de Van Aert qui a été repris par Jonas Vingegaard. À l'arrivée, c'est une démonstration du Danois qui s'impose avec 1 minute d'avance sur Pogačar. Le Slovène a tout tenté, mais il n'a rien pu faire. Gaudu arrive à finir 4e du général. C'est pour ça que ça me fait marrer, parce que j'ai toujours, enfin je le dis depuis quelques temps, un peu dans ma tête, j'ai peut-être dit en vidéo, je ne sais plus, mais en fait la situation actuellement de Pogačar, c'est-à-dire les gens qui commencent à en avoir marre de sa domination, ça aurait pu arriver dès 2022 s'il n'était pas tombé en 2022, si Vingegaard ne l'avait pas battu cette année-là, eh bien Pogačar se serait retrouvé à 3 victoires d'affilée sur le Tour de France, et je pense que beaucoup de gens auraient critiqué Pogačar comme ils le font désormais actuellement un petit peu dans les commentaires, notamment des vidéos. On passe à un coureur important, également directeur sportif, enfant du pays, c'est Nicolas Portal. Nicolas Portal qui est né du côté de Auch. Nicolas Portal, bien entendu, alors, coureur cycliste chez AG2R, chez Caisse d'Épargne, qui a fini sa carrière chez Sky, qui a été équipier à de nombreux coureurs, et puis bien entendu directeur sportif chez Sky pendant une dizaine d'années jusqu'à sa mort subite. On était en plein pendant la période de la Covid, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on était au tout début des confinements, et il est mort d'une crise cardiaque à Andorre à l'âge de 40 ans, bien entendu. Beaucoup de gens étaient allés à son enterrement à ce moment-là, notamment Christian Prudhomme, Geraint Thomas, bien entendu, Dave Bradford également, qui était allé à son enterrement. Alors il a participé 6 fois au Tour de France, hein, notamment lorsque Oscar Pereiro s'est imposé en 2006, où il était du côté donc à l'époque de Caisse d'Épargne. Et puis il a participé une fois également au Tour d'Espagne dans sa carrière. Il a remporté une étape du Dauphiné, c'était en 2004, une étape du Tour de Castille et Léon et du Tour de Catalogne, mais là c'était des contre-la-montre par équipe, et il a fini 3e du championnat de France de chrono, c'était en 2003, voilà, du côté de son palmarès en tant que coureur, passé également par le VTT dans sa carrière, voilà. On passe désormais à la météo du côté de cette étape. Grand soleil attendu du côté de cette journée. On va reprendre même la carte pour vous montrer un petit peu plus la météo. Donc grand soleil attendu entre Auch et Hautacam avec des températures très élevées. On annonce 30 à 34 degrés en pleine. Un léger vent de nord-est pendant toute l'étape. Donc léger vent qui devrait taper comme cela, donc un petit peu de dos pour les coureurs, sauf sur la fin, il devrait plutôt être peut-être de face du côté d'Hautacam, un vent assez faible, hein, une quinzaine, vingtaine de km/h, même du côté des sommets, et des températures qui seront chaudes également en montagne. 30 à 34 degrés en plaine, mais 24-25 à Hautacam et au Soulor. Et ça va pas être évident à gérer pour les coureurs, donc il va falloir faire très attention à ce début un petit peu de fournaise, même si on est sur des températures désormais classiques hein, sur les Tours de France sur les 20 dernières années. Du côté de la stratégie, je pense qu'on aura une grosse échappée, mais qui va mettre un temps fou à sortir. Parce qu'on a 120 km de plat. Elle va mettre un temps fou à sortir, et je pense que le problème, c'est qu'elle n'arrivera pas à prendre suffisamment d'avance. Moi, je pars de ce principe-là. Je pense que les leaders arriveront à contrôler cette étape, et puis en plus, les leaders, ils ont envie de marquer un petit peu leur territoire. On est sur la première arrivée en haute montagne. Il y aura l'envie, à la fois chez Visma, à la fois chez UAE, de montrer qu'on est le plus fort,
de montrer d'un côté chez UAE que le collectif de la Visma, il n'est pas si fort que ça et qu'on est capable totalement de le contrer. Et du côté de la Visma, de montrer qu'on a le collectif le plus fort et que ça peut mettre Pogacar en difficulté. Donc je pense qu'on va vouloir marquer les esprits du côté de cette étape, comme très régulièrement sur les derniers Tours de France avec les premières étapes de montagne. Donc moi je pense à la victoire d'un leader. Vous allez le voir du côté de mes favoris. Pas vraiment de surprise. Je tente Vingegaard. Un petit peu d'incertitude, un petit peu de surprise. Sur une montée comme ça très haute dans les Pyrénées, il connaît l'endroit. Ça va peut-être lui rappeler du bon souvenir. Pogacar, bien entendu, hein, parce qu'on n'est quand même pas fou du côté du Slovène. Mais il y aura des températures assez hautes. C'est pas forcément toujours à son avantage, surtout en montagne. Donc il faudra quand même faire attention du côté de Pogacar. Mais on a vu que chez UAE, notamment Tim Wellens, a beaucoup progressé dans le domaine. Donc si Tim Wellens a progressé dans le domaine, normalement Pogacar également a dû progresser. En cas d'échappée, je mettais Rada parce que il n'a pas pu prendre l'échappée sur l'étape du Massif central parce qu'il a crevé quasiment d'entrée. Ce qui fait qu'il était mal placé dans le peloton, donc il a abandonné l'idée assez vite de prendre l'échappée. Là, je me dis pourquoi pas du côté de Terrada et d'Astana qui pour le moment est assez discrète sur ce début de Tour de France. Et puis en grosse cote, Rubio du côté de la Movistar. Là aussi, il a perdu un peu de temps. Est-ce qu'on va le garder autour d'Henrik Mas ou est-ce qu'il aura le droit de tenter sa chance du côté de cette arrivée à Hautacam? En plus, on n'est pas hyper loin de l'Espagne. Et on sait que Movistar aime bien se montrer dans les Pyrénées. Programme télé, départ fictif à partir de 13h10. 15 minutes de départ fictif. La Montjoie à 126 km de l'arrivée entre 14h35 et 14h42. Bénéjac, le sprint intermédiaire à 85 km de l'arrivée entre 15h30 et 15h42. Ferrières qui est le pied du Soulor à 58 km de l'arrivée entre 16h06 et 16h21. Arbouilly, 12 km juste après le pied entre 17h15 et 17h39 pour une arrivée prévue entre 17h32 et 17h58 du côté de cette étape. Nous, on se retrouvera juste après pour le débrief rapidement en short sur YouTube et puis bien entendu le débrief aux alentours de 21h un peu plus en détail de cette journée. Je dis aux alentours de 21h parce que comme l'étape va arriver un petit peu plus tard, entre 17h30 et 17h58, voilà, il se peut que la vidéo soit plutôt aux alentours de 21h15 ou de 21h30 du côté de cette étape. Donc vous inquiétez pas si à 21h vous n'avez pas forcément la vidéo en ligne. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!